Comme ce sont toujours à la fin les minorités agissantes qui dirigent, eh bien en face, les musulmans, on va dire entre guillemets, light, et il y en a, eh bien ils ne sont pas organisés, ils n'arrivent pas à faire face à cette puissance wahhabite qui est en train de déferler sur le Kosovo. Aujourd'hui, le Kosovo est, avec la Bosnie-Herzégovine, autre invention de l'OTAN en ex-Yougoslavie, la région qui fournit le plus de djihadistes par tête d'habitant au Moyen-Orient. Ça, c'est un fruit de l'intervention américaine et européenne au Kosovo. Ça n'existait pas avant, cet islam radical. C'est arrivé avec les bombes de l'OTAN. Bonjour, bonsoir, chers auditeurs, ravi de vous retrouver sur Radio Lorraine Enragée. François-Xavier Consoli aux commandes pour cette émission avec un auteur, également le cofondateur d'une association qui s'appelle Solidarité Kosovo. Il est d'origine serbe. Il s'agit de Nikola Mirković. Bonjour. Bonjour. Monsieur Mirković, nous vous recevons pour une BD, une fois n'est pas coutume, une BD qui s'appelle Bienvenue au Kosovo, qui est parue en 2019, donc l'année dernière. Vous avez également fait paraître en 2013 le livre Le Martyr du Kosovo, livre dans lequel vous dénonciez les mensonges occidentaux, notamment ceux de l'OTAN. Et à travers cette dénonciation, vous impliquez bien évidemment tout ce dont est responsable l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui a sa main mise, on peut dire, sur une partie des Balkans, sur une grande partie des Balkans. Vous êtes également, donc, comme je l'ai dit, cofondateur de l'association Solidarité Kosovo et vous participez à plusieurs missions humanitaires, dont notamment le Donbass. Alors, première question à propos de ce Kosovo qu'on connaît assez mal finalement en France et de tous les événements qui ont eu lieu durant les années 90, donc la guerre en ex-Yougoslavie à partir de 92, la Serbie en 99, donc l'indépendance du Kosovo à partir de 2010. Est-ce que vous pouvez, sans rentrer dans les détails, ce n'est pas une émission historique, mais si vous pouvez revenir un petit peu sur tous ces événements qui ont conduit à la situation d'aujourd'hui en 2020? Bien évidemment. Alors, merci beaucoup pour votre invitation. Qu'est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots sur ce qui s'est passé dans la Yougoslavie pour que les auditeurs comprennent bien? Quand vous avez, à la fin des années 80, début 90, le mur de Berlin qui tombe, l'Union soviétique qui explose à Noël 1991, vous avez tout un pan de l'Europe de l'Est qui était sous influence communiste ou qui était carrément communiste, socialiste, qui commence à chercher des nouvelles voies politiques. Beaucoup de ces États ont été travaillés bien évidemment en amont par l'Ouest, par l'Union européenne, par Washington, pour essayer de les attirer dans le giron. Donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais dès qu'ils en ont eu la possibilité, beaucoup de ces pays se sont rués sur un programme qui était assez tracé, où on rentre d'abord dans l'OTAN et ensuite dans l'Union européenne. Et c'est très intéressant de noter que c'est toujours dans cet ordre-là que ça se passe. Il n'y a aucun État qui rentre directement dans l'Union européenne sans passer par la case OTAN avant. L'OTAN, qu'est-ce que c'est? C'est l'armée supplétive américaine en Europe. Il ne faut pas se leurrer, l'OTAN n'est pas une organisation indépendante. Le commandant suprême de l'OTAN, le militaire, est toujours un militaire américain, même si le secrétaire général est souvent européen. Le commandant militaire est toujours américain. Et l'Amérique pèse le plus lourd de loin dans toutes les différences budget, dans toute la puissance militaire de l'OTAN. C'est l'Amérique qui décide. Donc ces pays-là sont rentrés dans l'OTAN afin de pouvoir rentrer plus tard dans l'Union européenne. Beaucoup de ces pays de l'Est. Un pays a résisté, qui est la Yougoslavie. La Yougoslavie a regardé les heurts à distance. Il n'y avait pas cette volonté de se ruer dans les bras de l'Union européenne et de l'OTAN, puisque la Yougoslavie avait un modèle qui était à part, un modèle d'autogestion, un modèle de socialisme qui était assez différent de celui qui était pratiqué par exemple en Pologne, en Hongrie ou en URSS. Et la Yougoslavie a regardé sa distance, se dire chaque pays fait ce qu'il veut, nous on veut rester non alignés, on veut rester indépendants et on veut continuer de vivre ensemble. Et ça, c'était insupportable pour l'OTAN et pour Washington, l'État profond américain, qui veut vraiment que l'Union européenne soit un protectorat global américain, une zone d'influence uniquement réservée aux Américains. L'Union européenne, Washington ne pouvait pas souffrir qu'il y ait un État indépendant. Donc du coup, ils ont essayé d'affaiblir la Yougoslavie les Américains ont pas mal subventionné la Yougoslavie, il faut le savoir, jusqu'aux années 80. Ils ont commencé à couper les subventions, à encourager la Yougoslavie à s'endetter, et la Yougoslavie a résisté. Donc
que font les Américains quand ils n'arrivent pas à avoir par on va dire par la diplomatie, par leur soft power, c'est-à-dire que par Par la sanction économique. Voilà, eh bien ils ont commencé justement à imposer des sanctions économiques pour faire pression sur le gouvernement de Milosevic, à l'époque était le président de la Yougoslavie. Puis après, eh bien, ils ont travaillé des groupes radicaux. C'est toujours la méthode américaine, on travaille des groupes radicaux, quels qu'ils soient. On peut très bien travailler avec des islamistes, des talibans en Afghanistan, on peut travailler avec des néo-nazis en Croatie, on peut travailler avec des islamistes en Libye, on peut travailler avec n'importe quel groupe d'hommes soudés, groupés autour d'une idéologie très forte. Eh bien, les Américains vont s'en servir pour renverser un système en place. Et on est en ex-Yougoslavie, mais on a eu plusieurs groupes on va dire, d'indépendantistes, croates, musulmans, slovènes, qui ont commencé à avoir le jour et à commencer à demander la fin de la Yougoslavie. Alors, on peut très bien imaginer que la Yougoslavie avait pour vocation d'éclater. Le problème, c'est que ni l'OTAN ni Bruxelles n'ont favorisé un dialogue entre ces différentes ethnies, ces différentes républiques. À bout d'un moment, si plusieurs peuples ne veulent pas vivre ensemble, ils ont le droit de se séparer. Mais le rôle de l'Union européenne ou de Washington était vraiment de viser à une séparation à l'amiable, si c'était vraiment l'intention. Aujourd'hui, on a toutes les informations qui prouvent qu'aujourd'hui, c'est la seule raison pour laquelle l'Occident, on va appeler Occident vraiment cette union de Bruxelles et de Washington, a visé à exploser la Yougoslavie, c'est pour détruire un État qui ne voulait pas rentrer dans le moule de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc du coup, ils ont encouragé la guerre, et ça on a toutes les preuves pour l'attester aujourd'hui. Ils ont encouragé la guerre et ils ont fait disparaître la Yougoslavie. Donc la Yougoslavie de 1990 ne veut pas rentrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN, c'est pas grave. L'OTAN aujourd'hui a fait la guerre contre la Yougoslavie. La Yougoslavie n'existe plus. Elle a été divisée en plusieurs micro-États, dont la Slovénie, dont la Croatie, qui font partie de l'OTAN. Plus au sud de la Yougoslavie, l'Albanie aujourd'hui fait également partie de l'OTAN. La Macédoine, qui est issue, elle, de la Yougoslavie, a fait une demande d'adhésion à l'OTAN, ainsi que le Monténégro, qui était aussi partie de l'ex-Yougoslavie. Donc du coup, l'OTAN a eu par la force qu'elle n'a pas réussi à avoir par la diplomatie, par la discussion. Et on se retrouve dans une situation très instable, parce que pour arriver à cette fin, le camp occidental a inventé des nouveaux pays, alors des pays qui avaient peut-être des racines historiques comme la Bosnie-Herzégovine, mais c'est un nouveau pays, le Bosnie-Herzégovine, avec une notion de peuple bosniaque, c'est quelque chose de nouveau, qui n'existe pas. Les Bosniaques, historiquement, ce sont des Serbes, quelle que soit leur religion. Aujourd'hui, maintenant, en Bosniaque, on pense que c'est plutôt la majorité musulmane de Bosnie-Herzégovine, ce qui est faux. Le Kosovo est une invention pure. Il n'y a pas de peuple kosovar, il n'y a pas de langue kosovar, il n'y a pas d'histoire kosovar, ça n'existe pas. Le Kosovo, aujourd'hui inventé par les Américains, a exactement les mêmes frontières que celles inventées par Tito en 1945 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc du coup, ça c'est donc du coup, on a toujours cette mosaïque de peuples qui ont été amenés à se battre les uns contre les autres. Donc il y a encore beaucoup de cicatrices qui sont très très profondes et on a malheureusement encore une zone qui est très pauvre, corrompue et qui est globalement sous la mainmise de Washington et de Bruxelles. Il y a un pays qui résiste, qui est la Serbie, qui a beaucoup de mal à résister parce qu'elle n'a pas la puissance économique. On parle d'un pays de 7 millions d'habitants avec à peu près 1 million de Serbes en Bosnie-Herzégovine, 150 au Kosovo et à peu près la moitié du Monténégro, un peu moins. C'est une situation qui est très difficile, qui est encore malheureusement très tendue et dont la responsabilité est 100% dans les mains des Occidentaux qui ont créé cette situation. Et les conséquences de tout ça, c'est qu'effectivement, on a à la fois sur un plan géopolitique, donc des pays qui sont en tout cas sous la coupe d'une puissance énorme, comme vous l'avez dit, que sont les États-Unis, et aussi les conséquences, on en parle un peu en France, assez peu, mais on en a parlé à l'occasion de la crise des migrants, puisque beaucoup d'Albanais, par exemple, viennent en France. Si on se renseigne un petit peu, notamment auprès des autorités policières, on sait que les pays dits des Balkans, on généralise peut-être un petit peu trop facilement, mais les pays des Balkans deviennent aujourd'hui des plaques tournantes de trafic multiple. Bien sûr. Prostitution, organes. Donc on en est là aujourd'hui. Les Balkans sont à vif et très pauvres. Bien sûr. Imaginez cette situation complètement paradoxale. Vous avez des puissances étrangères qui disent... alors évidemment, toutes ces puissances, pendant des années, ont négocié, ont commercé avec la Yougoslavie socialiste, ça ne posait aucun problème. Les représentants yougoslaves ont toujours très bien accueilli les présidents d'Europe de l'Ouest, les Américains et vice-versa. Je vous disais tout à l'heure même que les États-Unis finançaient, subventionnaient et donnaient des aides à la Yougoslavie. Du jour au lendemain,
c'est cette vision manichéenne qui est terrible dans l'histoire moderne occidentale, eh bien, les Yougoslavie étaient le grand démon. Ils étaient responsables de tous les maux, c'était devenu un pays socialiste qu'il avait toujours été depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais tout d'un coup il opprimait tout le monde. Alors la veille on fait du commerce avec lui, mais du jour au lendemain on l'opprime, c'était que de comment dire, des mensonges médiatiques, de la propagande. Et donc du coup, on a voulu justifier par les bombes la création de ces nouveaux États en disant on va vous apporter la paix, on va vous apprendre à vivre ensemble, voici le discours de l'OTAN. Et où est-ce qu'on en est 20 ans plus tard aujourd'hui? Eh bien, la Yougoslavie est un pays, n'existe plus. La zone des Balkans est une des zones les plus pauvres d'Europe qui est extrêmement corrompue et qui vit pour partie, pas entièrement, mais pour partie d'un réseau de crimes organisés très important. Très important. Voilà la leçon de démocratie apportée par les puissances occidentales en Yougoslavie. Vous imaginez si vous allez conquérir un nouveau pays, vous allez lui dire, eh bien, on va vous montrer ce que c'est que la démocratie, on va vous donner envie de rentrer dans l'Union européenne. Et 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, vous avez 40% de chômage. Vous avez le seul rêve de beaucoup d'habitants de ces pays-là qui est de quitter le pays, d'aller vivre ailleurs. Et ceux qui restent sur place, pour certains, n'ont d'autre choix que de rentrer dans le crime organisé. Voici l'héritage de ces bombardements. Et c'est pour ça que cette région, l'Occident est responsable de la situation actuelle. Et c'est pour ça que cette région reste cette pétaudière, parce que ça ne va pas s'arranger évidemment du jour au lendemain. Plus une méthode de destruction qui a fait des petits par la suite. Hein. Vous aviez évoqué la Libye, ça fait quand même énormément penser à ça. Alors, ils avaient commencé en Afghanistan, mais il y a eu la Libye, il y a eu l'Irak, toutes ces guerres de l'OTAN ou des Américains à l'étranger n'apportent que désolation, n'apportent que la pauvreté. Je demande à chaque fois que je suis en discussion avec des défenseurs de l'OTAN, mais où est-ce que l'OTAN a apporté la paix ? Où est-ce que l'OTAN a apporté la prospérité? Ça n'existe pas. À chaque fois, ce sont des grandes sociétés américaines, parfois occidentales, alliées des Américains, qui vont tirer leur épingle du jeu parce qu'ils vont reconstruire des autoroutes, ils vont surtout exploiter les ressources naturelles afin de faire entrer, pour importer les ressources dans leur pays ou dans leurs industries. Mais le peuple, lui, qui est censé être libéré, qu'est-ce qu'il récupère? Quelles sont les miettes de ces guerres qu'il récupère? Rien du tout, que la pauvreté, l'exclusion et encore des dissensions entre les peuples. Donc du coup, ça c'est la vérité et ça c'est quelque chose qui est purement factuel. Et ça c'est ce que nous voyons dans toutes ces guerres menées par le camp occidental dans le monde entier, qui sont évidemment négatives pour les peuples qui sont censés officiellement défendre. En tout cas, c'est ce qu'on nous montre à la télévision. On nous montre quelques minutes d'images en disant voilà, on va faire la guerre dans tel pays parce qu'il y a un méchant dictateur en place, on va le renverser, on va leur apporter la démocratie, la paix, la prospérité. Non, à la fin, souvent, la personne en place qui faisait du business, du négoce avant avec les pays occidentaux a été renversée. Il a juste été remplacé par une marionnette qui va continuer à faire du business avec les pays occidentaux. Mais le peuple, lui, sur place, n'aura rien. Et voire même la situation sera pire parce qu'ils auront souffert d'une guerre. Et une guerre, c'est quelque chose de terrible que les Européens ont tendance un peu à oublier parce qu'ils pensent que ça arrive toujours chez les autres. Et c'était pas loin. Et c'était pas loin. On est là, pour le coup, au Kosovo, en Yougoslavie, on est en pleine Europe. On est en pleine Europe. Vous parliez du Donbass tout à l'heure. Alors juste sur le Donbass, c'est une autre association dont je suis le président qui s'en occupe, qui s'appelle Ouest-Est. Le Donbass, on a 13 000 morts, 20 000 blessés, plus d'1 million de réfugiés en Europe, au lieu même où on en fêtait encore il y a quelques années la Coupe d'Europe de football. Et les médias ferment les yeux. On ne dit rien sur ces guerres menées encore par les Américains et qui visent à diviser les peuples européens. Et là, on peut condamner avec la plus grande vigueur le silence ou le laisser-faire de Bruxelles qui est censé... L'encouragement même de la part de Bruxelles. Oui, exactement, l'encouragement de Bruxelles même qui encourage cet état de fait, alors que normalement je pensais que Bruxelles a été créé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, enfin l'esprit de l'Union européenne, sorti de la Deuxième Guerre mondiale pour éviter que les Européens se fassent la guerre. On a déjà eu 2 guerres mondiales qui nous ont fait le plus grand mal. On ne sortira pas d'une 3e guerre mondiale. On ne peut pas tolérer qu'il y ait des guerres sur le continent européen. On ne peut pas se diviser entre nous. On sait comment ça se termine. C'est catastrophique pour nous. Donc on doit tout faire pour essayer de trouver une solution pacifique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des solutions, que toutes ces situations de crise ne sont pas faciles, qu'elles sont faciles à gérer, mais on doit toujours faciliter une solution de paix. Parce qu'une fois que la guerre est déclenchée en Europe, si elle est poussée au bout, c'est peut-être irréversible pour tout le continent. C'est peut-être quelque chose de catastrophique pour nous tous. Et Bruxelles ne dit rien. Chers auditeurs, voilà, gardez espoir. Des médias comme Radio Lorraine Enragée sont là pour vous donner un autre son de cloche. Venons-en à votre BD. Bienvenue au Kosovo.
Alors une BD qui revient donc sur les éléments que vous avez décrits. Alors, première question, c'est pourquoi, à ce propos, la question que je vous poserai, c'est pourquoi la BD comme média. C'est un média un peu particulier pour parler de ce genre d'événements. En général, on peut faire des romans ou des films, mais une BD, c'est un peu particulier. Pourquoi ce média? Alors moi j'aime bien la BD d'abord, et je pensais, donc du coup j'ai écrit un livre, le Martyr du Kosovo. On va sortir normalement la 3e édition dans les prochains mois en 2020, et qui s'adresse vraiment à un public qui est plutôt spécialiste de géopolitique ou vraiment intéressé par l'histoire des Balkans, l'histoire du Kosovo. Là avec la BD, j'ai voulu toucher une cible plus large. Donc du coup, je continue de parler du Kosovo. C'est évidemment une BD avec une empreinte historique forte, parce que je veux expliquer un peu ce qui s'est passé. Mais pour autant, c'est pas une BD historique, c'est pas une BD politique. C'est une BD où la trame se situe au Kosovo, et pour une fois, on va raconter une histoire où c'est pas forcément le Serbe qui est le méchant. C'est pas la vision manichéenne qu'ont donné les médias occidentaux de la situation au Kosovo. Ce n'est pas non plus une histoire où du coup les Serbes deviendraient les gentils et les Albanais deviendraient les méchants. Je voulais pas rentrer dans cette vision non plus, parce que ça n'est jamais aussi simple que ça, une guerre. C'est toujours beaucoup plus compliqué. Et donc du coup, j'ai voulu raconter une histoire réelle, enfin même si c'est une fiction, mais quelque chose qui était complètement plausible dans le contexte des Balkans, et pour toucher un public qui est plus large, toucher des personnes qui aiment bien les histoires, qui aiment bien les histoires sur la guerre, ou bien même sur l'Europe, et qui n'étaient pas forcément des spécialistes du Kosovo, et la plupart des personnes, je pense, achètent la BD pour le scénario et non pas pour le récit du Kosovo. Et donc voilà, mais ça me permet aussi d'ouvrir leurs yeux sur ce qui s'est vraiment passé au Kosovo et leur apporter également un autre son de cloche. Alors le pitch de la BD, c'est l'histoire de Dimitri, qui retourne au Kosovo et dont le meilleur ami est albanais alors que lui-même est serbe. Exactement. Donc voilà, la rencontre de frères ennemis, on peut dire. Est-ce que c'est biographique? Alors, ce n'est pas biographique. C'est pas biographique, mais c'est quand même inspiré de pas mal d'histoires réelles. C'est-à-dire que je connais beaucoup de Serbes, et je connais même des Albanais qui ont des histoires qui étaient amis à l'époque de la Yougoslavie. Il ne faut pas oublier que parmi les Albanais qui ont été tués dans la guerre du Kosovo, beaucoup d'Albanais ont été tués par d'autres Albanais parce qu'on leur reprochait d'être amis des Serbes, on leur reprochait d'être même des collaborateurs. Quand vous habitez dans un pays à cette époque-là, du coup, vous allez à l'école ensemble et vous n'êtes pas politisés. Donc à cette époque-là, c'était encore possible d'avoir des amis des différents d'une autre ethnie. Il ne faut pas oublier qu'en France, on pense que voilà, il y a cette vision peut-être un peu républicaine, on est tous français. À l'époque, dans la Yougoslavie, comme dans beaucoup de pays de l'Est, on se souvient que vous pouvez être Ashkali, vous pouvez être Gorani, vous pouvez être Rom, vous pouvez être serbe, vous pouvez être albanais. Il y a plein de nationalités différentes, mais qui sont dans un même état. On a un peu perdu cette notion un peu en France. Quand la guerre explose, qu'est-ce qui se passe? C'est quasiment impossible, parce que là, du coup, ça devient très vite assez binaire. Ça, vous êtes dans mon camp, vous êtes dans le camp adverse. Et c'est très difficile d'accepter dans son propre camp quelqu'un qui viendrait du camp adverse, parce qu'il peut être soupçonné d'être traître. Et c'est très difficile. Pour autant, vous avez vos mémoires d'enfance et vous vous souvenez des beaux moments passés avec votre ami albanais, et ça vous était complètement égal à l'époque d'aller manger un repas albanais chez lui, que ses parents parlent albanais parce qu'ils parlaient les deux langues. Vous-même, il reste beaucoup de Serbes du Kosovo parlaient également au Baragouiné, en tout cas l'albanais. Ça ne posait pas de problème. À partir du moment où la guerre arrive et qu'il faut choisir un camp, vous avez en effet des frères ennemis, des frères qui sont obligés de choisir de camp. Et là, dans le scénario de la BD, le protagoniste n'a pas tellement envie de choisir le camp. Lui, il décide de fuir. Il n'a pas envie de faire la guerre. C'est plutôt un lâche au début, parce qu'il se dit je ne veux pas faire la guerre contre mes voisins, je ne veux pas voir ça. Pourtant, ceux qui sont restés n'avaient pas un choix aussi facile. Ils devaient faire face et devaient se retrouver parfois avec des armes pointées sur leurs voisins de la veille, sur leurs amis de la veille. Et se dégage aussi quelque chose qui fait écho à l'actualité, et se dégage dans votre BD quelque chose d'important, c'est le conflit aussi entre les chrétiens et les musulmans. Oui. Vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Alors, le conflit, à l'origine, n'est pas religieux. Donc, les Albanais, vous avez déjà à peu près un quart de la population albanaise d'Albanie qui est chrétienne. Vous avez une minorité catholique et la majorité orthodoxe. Et dans les Balkans, il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même plus de 50 ans de communisme où là, la religion était plutôt reléguée, était mise de côté. Et c'était pas... déjà, ils n'avaient pas vraiment voix au chapitre. Il y a une persécution contre les religions, toutes les religions, qu'elles soient chrétiennes, orthodoxes, pas aussi fortes qu'on a pu avoir par exemple dans d'autres pays communistes, mais les Albanais
avait une espèce de foi musulmane, du Kosovo en tout cas, foi musulmane, on va dire contemporaine, un peu soft. C'est une tradition hanafite, ottomane, où vous finissez le ramadan avec un verre de liqueur. Il n'y a pas du tout d'influence wahhabite telle qu'on voit aujourd'hui, et ça se passe bien avec les Serbes à côté. Donc il n'y a pas ce côté tellement religieux. Le côté religieux, au contraire, est arrivé plus tard. L'extrême, on va dire l'islamisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire que cette vision wahhabite vraiment extrême de l'islam est arrivée après les bombardements de l'OTAN, et ce sont des Saoudiens qui sont venus à l'appel des Américains pour apprendre aux Albanais ce que c'était que l'islam. Donc on est passé d'un islam light, donc les Albanais quand ils se soulèvent, une partie en tout cas des Albanais se soulèvent au Kosovo, c'est plutôt un soulèvement politique pour l'indépendance. Il y a le côté musulman mais qui est secondaire, et après les bombardements, les wahhabites arrivent et enseignent aux Albanais ce que c'est que le bon islam. Donc on leur dit, vous ne pouvez plus manger de sanglier, vous devez arrêter l'alcool, vous devez porter tel type de vêtements, voici les sourates que vous devez apprendre, les hadiths que vous devez réciter, donc, et qui prennent en main les mosquées. Il y a eu depuis 1999 plus de 700 mosquées qui ont été érigées au Kosovo. 700 mosquées, le Kosovo c'est l'équivalent de 2 départements français. Donc vous imaginez ce que ça représente. Ça fait beaucoup de mosquées. Beaucoup de mosquées sur 20 ans, donc ça n'existait pas avant. La société est en train de s'islamiser, et même des Albanais. Moi, des personnes comme Genk Morena, qui est un journaliste albanais, s'inquiètent, lui, de cette islamisation de la société. Vous avez pas mal d'Albanais qui ne sont pas du tout, qui sont des musulmans, mais qui ne sont pas des islamistes, qui sont inquiétés par ça. Mais comme ce sont toujours à la fin les minorités agissantes qui dirigent, eh bien, en face, les musulmans, on va dire entre guillemets, light, et il y en a, eh bien, ils ne sont pas organisés, ils n'arrivent pas à faire face à cette puissance wahhabite qui est en train de déferler sur le Kosovo. Aujourd'hui, le Kosovo est, avec la Bosnie-Herzégovine, autre invention de l'OTAN en ex-Yougoslavie, la région qui fournit le plus de djihadistes par tête d'habitant au Moyen-Orient. Ça, c'est un fruit de l'intervention américaine et européenne au Kosovo. Ça n'existait pas avant, cet islam radical. C'est arrivé avec les bombes de l'OTAN. Alors aujourd'hui, en 2020, les auditeurs l'ont compris, vous êtes très critique vis-à-vis de l'OTAN. Aujourd'hui, en 2020, si, faisons un peu de prospective, si ces pays se réveillent contre la mainmise donc, de l'OTAN, n'y a-t-il pas un risque en même temps de voir une hégémonie remplacée par une autre, à savoir la Russie, qui pourrait investir, puisque vous parliez du Donbass, ça pourrait être intéressant aussi d'en parler un petit peu, qui pourrait investir les lieux et remplacer le potentat par un autre? Alors, je ne pense pas. D'abord parce que ce n'est pas la façon des Russes de faire dans les Balkans. Les liens, par exemple, entre Serbes et Russes sont historiques. Ce n'est pas un envahisseur. Les Américains dans les Balkans, on n'en avait jamais entendu parler quasiment avant la Première Guerre mondiale. D'accord, donc du coup, et c'était à chaque fois aussi, pour la guerre, les liens avec la Russie sont historiques. Les Russes ont aidé les Serbes à se libérer des Ottomans. Les Serbes n'oublient pas l'apport des Russes justement pendant cette époque difficile. Les Russes ont condamné les frappes de l'OTAN en 99, mais ils n'avaient pas moyen de faire opposition. Et je ne pense pas que les peuples des Balkans cherchent à se soumettre à un nouveau maître. N'oublions pas que les Serbes ont subi quasiment 5 siècles d'occupation ottomane, ils ont subi l'occupation fasciste Italie, justement Mussolini, les nazis allemands étaient là, ils ont eu le communisme, et maintenant il y a l'Amérique, et à chaque fois ils ont résisté. Chaque fois qu'il y a un occupant, c'est plutôt un peuple qui résiste. Donc du coup, il ne va pas chercher à se ruer dans les bras d'un nouveau maître. Pour autant, s'il y a un pays frère qui n'a pas envie justement de la contrôler, si un pays frère qui est là pour l'aider, si un pays frère qui partage les mêmes valeurs, c'est sûr et certain que la Serbie va ouvrir les portes. Et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Le président actuel a beaucoup de mal, mais il réussit quand même à laisser une porte grande ouverte à la Russie, qui est un peuple qui est un pays qui aide vraiment la Serbie. Donc du coup, il y a des échanges militaires importants. La Russie est en train d'investir dans les voies de chemin de fer, dans la construction. Mais la Chine aussi. La Chine est un pays qui, avec ses nouvelles routes de la soie, essaie de développer du commerce à travers les Balkans. Elle est en train d'investir massivement en Serbie, là où la France est absente, par exemple. Et oui, alors que nous sommes historiquement... Alors que c'est la France, le pays occidental, le grand frère de la Serbie. La France a un rôle très important à jouer dans les Balkans, et la France n'a pas joué ce rôle dans les années 90, elle n'a pas joué en 99 non plus, parce qu'elle a subordonné sa diplomatie à Washington. La France, aujourd'hui, envoie des soldats se faire tuer pour Washington. Ça, c'est la réalité.
même s'il y a eu peu de soldats français qui sont morts en Yougoslavie, ce sont des bombes françaises, des avions français ou des bâtiments de guerre français qui ont envoyé des missiles sur la Serbie. Pourquoi? Qu'est-ce que la France a retiré de ça? Est-ce que la France a des nouveaux contrats extrêmement juteux en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie? Pas du tout. Elle récupère les miettes de ce que les Américains, ce que les Allemands, eux, ont récupéré en première place. Et les Serbes nous en veulent par rapport à ça? Ils en veulent, ils font, je pense, la distinction entre le peuple français et les politiques. Ils sont extrêmement déçus. Ça, c'est certain, ils sont très déçus. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de monuments à travers la Serbie en l'honneur de la France. Dans le parc principal qui est dans le centre de Belgrade, vous avez un très grand monument qui est un des plus connus de Belgrade, où il est écrit « Aimons la France comme ils nous ont aimés », pour se souvenir que la France a été là pour aider les Serbes à se libérer, à se battre pendant la Première Guerre mondiale contre les Austro-Hongrois. Ils sont extrêmement déçus, évidemment, de voir qu'un pays qui est considéré comme frère, et dans le sens, on va dire, slave du terme, quand on dit qu'un pays est un pays frère, c'est pas un mot en vain, c'est vraiment un pays frère. Eh bien, quand on voit que ce pays-là vous bombarde, vous méprise lors des cérémonies, vous ridiculise lors des cérémonies de commémoration de la Première Guerre mondiale, en invitant par exemple le président du Kosovo autoproclamé indépendant au rang des invités de premier rang, et vous relègue avec des pays qui n'ont quasiment même pas participé à la guerre, c'est humiliant, c'est dur à encaisser. Pourtant, on a justement, à travers des associations comme Solidarité Kosovo, la preuve qu'il y a quand même beaucoup de Français qui n'ont pas oublié ce lien traditionnel entre la France et la Serbie. On a aujourd'hui, et la Serbie, on a 12 000 Français qui chaque année donnent à Solidarité Kosovo pour aider les Serbes du Kosovo à vivre sur leur terre, la terre sur laquelle ils vivent depuis le Moyen-Âge. Donc du coup, ils arrivent à faire la différence, même si c'est dur, mais je pense qu'il est important que les Français s'interrogent sur ces guerres qui sont menées en leur nom. Et que les soldats français se demandent, quand ils sont envoyés en OPEX à l'étranger, qui est-ce qu'ils servent vraiment? Est-ce qu'ils servent quelques nantis, quelques sociétés qui ont du business à faire dans des pays bombardés, ou est-ce qu'ils vont vraiment se servir la cause qu'on leur vend? Est-ce qu'ils pensent vraiment qu'ils vont apporter la démocratie? Est-ce qu'ils pensent vraiment qu'ils vont apporter l'amitié entre les peuples et la paix? Ce n'est pas le cas, il faut qu'ils s'interrogent, et le peuple français doit aussi interroger ses responsables politiques sur ces guerres qui sont faites en leur nom et qui vraiment apporte la disgrâce sur la France, parce que c'est à la fin, sur le long terme, la France elle-même s'humilie. Donc dans cette situation-là, la France n'est pas à sa hauteur, à la hauteur qu'elle doit être au niveau international et qu'elle a connue dans les siècles qui ont précédé. Alors, vous venez d'évoquer, donc ça tombe très bien. Un mot également sur l'association, sur les deux associations, à la fois Solidarité Kosovo et West-Est, dont nous avons un petit peu parlé. Alors, comment ça se concrétise, les actions d'une association comme Solidarité Kosovo? Alors, Solidarité Kosovo, c'est donc une association qui existe depuis 2015. On apporte, d'abord, on récupère des fonds qui vont nous aider à créer des projets concrets pour les Serbes sur place. C'est-à-dire que les premières années, on a apporté des vêtements on va dire de seconde main, des jouets pour les enfants. On continue à le faire parce que du coup, sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus des vêtements de seconde main. On a des sociétés qui nous donnent des vêtements neufs qu'on leur apporte sur place. On apporte aussi des jouets pour les enfants parce qu'ils sont victimes d'une extrême pauvreté. Même si la situation n'est pas aussi dangereuse qu'elle a été en 2005, elle est quand même dangereuse. Les Serbes continuent de vivre dans des enclaves. Ils n'osent pas en sortir. C'est très, très difficile pour eux de vivre. Mais on lève des fonds pour investir dans des projets, enfin investir pour créer des projets, parce que ce ne sont pas des investissements agricoles, où notamment on va créer une chèvrerie, une porcherie, une fromagerie. On va travailler avec l'église orthodoxe serbe localement. On va monter ces projets, puis on va donner les clés à des personnes du village qu'on a identifiées. On va leur dire, voilà, voici ce projet. Alors, évidemment, on leur montre comment ça fonctionne. On travaille avec des professionnels, avec des spécialistes, pour que ces personnes ne vivent pas de l'aumône. Qu'un enfant le matin ne voit pas son père en train de tendre la main pour essayer de récupérer un don de la Croix-Rouge ou d'une association étrangère, et que l'enfant le matin, quand il se lève, le petit Serbe, eh bien, il voit son papa se lever pour aller travailler à la sueur de son front, pour ramener un salaire bien mérité chez lui, et que l'enfant lui-même aura peut-être envie de poursuivre ce même métier plus tard, ou prendre une autre voie, mais qu'il en ait la liberté et la possibilité. Et ça, vous ne pouvez pas le faire si vous faites vivre les populations locales de l'aumône. Donc le dicton, c'est donne-moi un poisson et je mangerai, apprends-moi à pêcher, je pourrai pêcher toute ma vie. Donc là, du coup, on leur donne accès
à des infrastructures qui ne peuvent pas se payer pour qu'ils puissent justement vivre sur place, continuer à cultiver leurs terres. Donc on a visé les projets agricoles parce que c'est un pays éminemment de paysans. Du coup, aussi on investit dans la rénovation des écoles. Donc du coup on donne pas mal de travail à des artisans locaux qui vont rénover les écoles. Et franchement on a du mal à croire que dans l'Europe du XXIe siècle il y a encore des enfants qui apprennent dans ces conditions-là. Parce qu'un enfant qui apprend dans de bonnes conditions a aussi envie de rester. Et si lui il a envie de faire un travail manuel ou un travail intellectuel plus tard, il faut qu'il en ait les moyens, il faut qu'il y ait l'infrastructure sur place pour qu'il puisse le faire et qu'il n'ait pas envie justement de quitter les pays, de devenir un nouveau migrant, un nouveau réfugié, partir chercher l'aventure à l'ouest où il va se rendre compte au bout de quelques semaines, quelques mois que c'est une grosse désillusion, quoi. Donc ça c'est pour Solidarité Kosovo, et ça on le fait depuis 2005 et on a vraiment des beaux projets qu'on est en train de monter chaque année. West-Est qui est l'autre association qui elle est plus récente, qui est née avec la guerre au Donbass en 2004. Nous faisons la même chose, alors à une échelle beaucoup plus petite, parce que du coup la guerre du Donbass est encore une guerre qui est très compliquée, les gens ne comprennent pas trop, ce sont des chrétiens entre chrétiens, qu'est-ce qui se passe réellement, mais l'objectif c'est d'aider les populations victimes de la guerre, et notamment les enfants et les vieillards, parce que ce sont toujours les plus faibles qui sont victimes de ces guerres. Donc on va rénover des écoles. Donc rénover les écoles, on n'a pas les mêmes budgets qu'avec Solidarité Kosovo, mais on arrive quand même à acheter un four, acheter un réfrigérateur. On a rénové un orphelinat où il y a des enfants qui n'ont plus de parents, donc du coup et qui habitaient dans une grande maison mais avec des trous dans les murs, sans électricité. On a rénové un orphelinat dans le centre de Donetsk, et on va visiter les vieillards qui eux sont sur la ligne de front, refusent de partir en disant moi j'ai fait toute ma vie ici, je ne vais pas partir. Donc on leur apporte des médicaments, on leur apporte de la nourriture. Vous voyez, il y a encore des endroits en Europe où des gens ont faim. On pense que c'est que le tiers-monde, en Afrique, que les gens ont faim, mais en Europe, il y a des personnes qui ont faim. Donc on apporte de la nourriture à ces personnes-là, avec le même message qui est un message de paix. Nous, on veut que on sait qu'il y a des situations qui peuvent être politiquement très compliquées, et qu'on ne va pas tout régler avec une baguette magique, mais si on est tous d'accord pour essayer de trouver une solution sans les armes, entre Européens, ça doit être quelque chose qui doit être faisable. Donc du coup, ça c'est le message qu'on apporte, parce que pareil, la guerre ne va pas régler le problème des Européens. Très bien. Et dernière question, pareil, assez géopolitique, mais concernant plus la Serbie à proprement parler, il y a tout de même un espoir, si je vous entends, de reconstitution, si je puis dire, de la Serbie, ou est-ce que la mainmise sur l'OTAN est telle qu'aujourd'hui est une sorte de remplacement? Vous parliez par exemple du nombre très important des mosquées. Est-ce que la Serbie peut repartir, redevenir ce qu'elle était, ou non? Alors, il faut toujours garder l'espoir. S'il n'y avait pas d'espoir, je ne ferais rien, parce que je dirais autant que je vive ma propre vie individualiste, j'aurais moins de soucis, moins de problèmes, moins d'ennemis, ça serait une vie beaucoup plus calme pour moi. Non, il faut de l'espoir quand on mène ce genre de combat. Il y a de l'espoir. La Serbie, comme je l'ai dit, c'est dans ses gènes, c'est dans l'ADN du peuple serbe, est un peuple qui ne va pas se soumettre. Je vous le disais tout à l'heure, le peuple serbe a été un des plus grands peuples des Balkans, a été un très grand peuple européen. C'est une vieille nation européenne, il n'y en a pas beaucoup, c'est une vieille nation européenne. Elle a pour vocation de ne pas se laisser soumettre. Les moyens mis en place contre elle sont terribles. On voit en Serbie les mêmes émissions stupides à la télévision qu'on a d'abêtissement, d'avilissement de l'homme, de la femme. Qu'en France. On a exactement les mêmes. On voit les préoccupations des jeunes qui veulent maintenant qui sont plus intéressés par les nouvelles paires de baskets ou qui regardent du sport à longueur de journée. C'est bien de regarder le sport, mais c'est quand même mieux d'en faire. Et les jeunes s'en vont aussi, c'est-à-dire qu'ils quittent il y en a beaucoup. Pour la France, l'Allemagne, bien sûr, il y a encore les États-Unis. Bien sûr, il y a encore beaucoup de jeunes Serbes qui partent parce que toute la zone de l'ex-Yougoslavie demeure extrêmement pauvre. Il y a encore énormément de corruption et tout ça est voulu, entretenu par les puissances qui ont mené la guerre contre la Yougoslavie. Comme je le disais, si vraiment les pays de l'Ouest étaient sincères, ce serait quasiment le paradis terrestre. Vu les moyens nécessaires à investir, c'était pas impossible. Donc ils pouvaient le faire, ils ne l'ont pas fait. Pour autant, les Serbes continuent de résister. Il y a encore beaucoup de traditions en Serbie. On voit aujourd'hui en Monténégro où il y a une très forte minorité, pour ne pas parler de majorité serbe, où depuis le 27 décembre, il y a une loi contre l'église orthodoxe serbe qui a été votée. Les Serbes sont des dizaines de milliers de personnes tous les soirs depuis le 27 décembre dernier pour défendre leur église. Que ce soit des Serbes de gauche, de droite, que ce soit des Serbes croyants ou pas croyants, ils défendent leurs églises.
encore beaucoup de jeunes Serbes connaissent les chants patriotiques serbes, ils connaissent les chants traditionnels serbes, qui ne sont pas tous que des chants politiques, il y a aussi des chants amusants, ils les connaissent, ils entretiennent cette culture. Il y a encore beaucoup de danses serbes. Et la jeune génération des Serbes regarde aussi, celle qui est née avec les bombardements, ceux qui étaient dans des couveuses, ceux qui étaient dans les ventres de leur mère, ou qui avaient quelques mois ou quelques années quand il y a eu des bombardements, et qui ont été élevés dans cette idée que bon voilà, maintenant c'est l'Europe ou les États-Unis qui prennent le rôle dominant aujourd'hui, qu'est-ce que ça va donner? Ils ont vu, ils sont les premiers témoins, j'ai 20 ans, mon pays a été bombardé, on a promis à mes parents qu'en renversant le régime, on aurait la paix, on aurait la prospérité, on n'a rien de tout ça, et notre seul, si on veut s'en sortir, soit on cède à la corruption, soit on cède au crime organisé, soit on part. Et cette génération qui est née avec la guerre, c'est la génération des gens nés entre la fin des années 80 et le début des années 90, quoi. Donc ils ont une trentaine d'années. Ils ont entre 20 et 30 ans. Pour les derniers, jusqu'à là, ils ont 20 et 30 ans. Ils voient qu'ils sont dans un pays où la vie est très difficile. Beaucoup de personnes montent à Belgrade, dans la grande ville, pour essayer de trouver un boulot. En gros, ils vont travailler pour une entreprise étrangère. Les effets directs de tous ces bombardements étaient que l'économie locale, il y avait 20 millions d'habitants. Vous savez, il y avait une industrie de l'automobile, il y avait une industrie de l'armement, il y avait une industrie, il y avait une agriculture qui était florissante. Tout ça a été détruit et remplacé par des entreprises occidentales. Donc du coup, les personnes deviennent employées de ces grandes sociétés. Est-ce que c'est ça la vocation d'un pays souverain de fournir une espèce de prolétariat pour des entreprises étrangères? Et il y a un côté, je pense que ce qui est rassurant et ce qui donne espoir en Serbie, c'est qu'il y a quand même un niveau intellectuel qui est assez élevé. Les universitaires n'ont pas encore été complètement corrompus. Les médias, oui. Des oligarques, oui. Mais les universitaires et l'Église restent fidèles encore aujourd'hui. Donc vous avez encore des cercles de réflexion, de discussion. Vous avez dans les médias la possibilité d'exprimer, de dire que le système actuel ne fonctionne pas, et des personnes qui réfléchissent vraiment à une alternative au système actuel. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui est extrêmement important et encourageant quand on voit en France malheureusement les difficultés qu'on a à essayer d'apporter un point de vue différent dans les médias dominants. En Serbie c'est pas le cas, donc il faut garder l'espoir. Je vous dis, la vitalité, le rattachement quand même à la tradition, pour moi c'est indispensable. Une fois qu'un peuple perd complètement ses racines, n'a plus de tradition, là on peut en faire ce qu'on veut et là il disparaît. Les Serbes montrent aujourd'hui encore qu'ils n'ont pas envie de disparaître et ça c'est un signe très très encourageant. Bien. À méditer sur ce bel exemple. Monsieur Mirkovic, merci pour ces éclaircissements. Votre BD Bienvenue au Kosovo est disponible aux éditions du Rocher. Nous mettrons en lien en description tous les liens nécessaires, également ceux pour votre association Solidarité Kosovo et Ouest-Est. Merci beaucoup. Et chers auditeurs, je vous remercie également de nous avoir écoutés jusque-là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette émission, à envoyer à tous vos amis et vos ennemis, quels qu'ils soient, et à nous aider si vous en avez la possibilité sur Tipeee, histoire d'aider les médias qui essayent tant bien que mal de vous donner une touche et une information un petit peu alternative. Bien, comme disait le menhir, la vie commence toujours demain. C'était François-Xavier Consoli. À la prochaine. Quand j'ai fait le jour et la nuit, il y avait sûrement des erreurs, mais je suis heureux de l'avoir fait. Et je ne regrettais rien. Pour le jour et la nuit, si, je regrette une chose, c'est d'avoir été un peu mégalo, je dirais. Voilà, j'ai fait trop grand, trop fort, trop beau, trop tout. L'erreur était probablement là. Après Underground, vous aviez annoncé que vous quittiez le cinéma. Pourquoi avez-vous changé d'avis? J'ai changé d'avis en voyant les dommages que Bernard-Henri Lévy pouvait causer au monde du cinéma. Je me suis dit, tu dois y retourner, tu peux pas laisser faire ça.